Bon, les amis, bon lundi à tous sauf aux francs-maçons occultes qui sacrifient des gens, qui assassinent des gens. Je dois dire qu'aujourd'hui est une belle journée. Candace Owens, c'est également une excellente journée pour écouter le podcast de Candace Owens. Parce qu'en novembre dernier, je vous disais que la France était bel et bien impliquée dans l'assassinat de Charlie Kirk, et plus précisément que son service de renseignement, la DGSE, était impliqué. Je vous l'ai aussi dit. Qu'à l'armée, ils portent du bordeaux. Par exemple, ce sont les parachutistes militaires. Ils portent du bordeaux. Et que toute cette histoire autour du chiffre 33 n'était pas subtile. C'était de la franc-maçonnerie. Eh bien, figurez-vous, mesdames et messieurs, que 22 personnes en France sont jugées pour avoir dirigé un escadron militaire franc-maçon. Et l'affaire est liée à Israël. Je vous le promets, c'est ce qui fait la une de l'actualité aujourd'hui. Vous voyez, tout cela paraît fou jusqu'à ce que vous compreniez comment le monde fonctionne réellement. Vous ne vivez pas dans une méritocratie, d'accord? Vous ne vivez pas dans une méritocratie. Ces gens-là assassinent, ils volent et ils tuent. Et je dois vous dire, en ce qui concerne la franc-maçonnerie, que tous les chemins mènent à la France et à Israël. Bienvenue à nouveau chez Candace. J'y travaille vraiment, les gars. Je ne sais pas quoi dire. Je suis vraiment douée pour les puzzles. Je suis tellement douée pour les puzzles. Et regardez, je comprends. Une secte mondiale de francs-maçons assassins militaires en surface, ça peut sembler un peu tiré par les cheveux, un peu dérangé, mais c'est seulement si vous ne faites pas attention à l'histoire réelle du monde. Il faut vous réveiller, d'accord? L'Amérique a en fait été fondée par des factions rivales de francs-maçons. Des francs-maçons. Les francs-maçons ont poursuivi l'Amérique dans l'espoir d'établir une nouvelle Atlantide qui devait être à l'écart de leur bataille avec l'Empire catholique qui, en quelque sorte, brûlait ces psycho-francs-maçons sur le bûcher comme ils auraient dû le faire. Maintenant, même si vous ne saviez pas tout cela, vous avez probablement au moins compris où trouver cela étrange. Vous savez, leurs sens ont peut-être commencé à s'alerter immédiatement après l'assassinat de Charlie, quand pratiquement rien de ce qu'ils nous disaient n'avait de sens. Et tous les dirigeants qui nous parlaient ressentaient juste le besoin de répéter 33. Écoutez ça. Et c'était à peu près, je crois que j'avais noté, c'était environ 33 minutes avant qu'il ne soit tué. Charlie Kirk a été assassiné à Uvu dans l'après-midi. Une chasse à l'homme d'environ 33 heures s'en est suivie. Des choses graves arrivent. Et pendant 33 heures, je priais de tout mon cœur que si cela devait arriver ici, que ce ne soit absolument pas l'un d'entre nous. En 33 heures, nous avons accompli des progrès historiques pour Charlie. Oui, on a compris. 33, 33, 33. Écoutez, c'est, selon mon avis éclairé, le signalement le plus évident qui soit. Pour avertir ceux qui sont dans la secte que c'était un coup monté par la secte et pour la secte. Maintenant, peu importe que parmi toutes les loges franc-maçonnes du monde, chaque loge est un numéro qui lui est associé. Celle qui se trouve à Saint George, dans l'Utah, là où Tyler Robinson a été amené, est la loge numéro 33. D'accord? 33 est aussi l'indicatif téléphonique pour Paris. Maintenant, les Américains ne sont pas habitués à parler de franc-maçonnerie, donc tout cela leur semblait très nouveau. Et j'ai l'impression que les gens n'étaient pas vraiment prêts à avoir cette conversation. Parce qu'on va à l'école publique, on nous dit, comme pour Paul Revere, mais ils ne te disent pas ça. Il était en fait un franc-maçon rosicrucien, mais il disait « Les Britanniques arrivent, les Britanniques arrivent ». En réalité, il n'a jamais vraiment dit ça non plus, mais c'est la réalité. Les pères fondateurs étaient tous des francs-maçons travaillant sur des ordres internationaux. Je suis désolée si ça ne sonne pas comme « ra, ra, ra ». USA, USA. Mais il faut qu'on se réveille à ce sujet, parce qu'il faut comprendre comment ce pays s'est formé et comment les choses fonctionnent depuis. Il faut comprendre ce qui se passe à l'international. Et quand on parle des francs-maçons du 33e degré, on ne parle pas du groupe de francs-maçons de ton grand-père. Eh bien, ils se réunissaient. Ils faisaient de bonnes choses. Ils faisaient des choses pour des œuvres caritatives. Non, nous parlons du plus haut rang des francs-maçons. Et le 33e degré en particulier, c'est le rite écossais de la franc-maçonnerie. D'accord.
Et cette partie est vraiment importante. En fait, je ne l'ai appris que récemment grâce à mon club de lecture. Si tu faisais partie de mon club de lecture, tu le saurais. Mais le rite écossais de la franc-maçonnerie est en réalité originaire de France. D'accord? C'est après que Jacques de Molay, que nous appellerions Jack de Molay, ait été pendu ou brûlé sur le bûcher, parce que le roi de France observait ce que faisaient les Templiers. Et le pape avait dissous le groupe des francs-maçons parce qu'ils étaient accusés d'adorer Baal. Le culte de Baal, toutes sortes de rites sexuels étranges, tout ce genre de choses ce que nous constatons aujourd'hui se passe réellement chez les élites. Des choses du genre Jeffrey Epstein avaient lieu. Cela dure depuis très, très longtemps. Et donc, ils ont quitté la France et sont allés en Écosse, où ils ont combattu pour Robert le Bruce. Et finalement, tout cela se retrouve en Amérique. Voilà la version courte et condensée. Tu devrais rejoindre le club de lecture. C'est fascinant. Donc, l'article d'aujourd'hui était vraiment quelque chose. C'est l'AFP française qui l'a révélé. Ils ont révélé l'information concernant un procès. Cela se déroule dans un contexte où la soi-disant mafia de la loge franc-maçonne est accusée de tentative de meurtre. Ah, la mafia franc-maçonne! J'ai l'impression que c'est un phénomène mondial. Lisons cet article paru dans The Guardian, car il est tout simplement génial. On peut y lire, je cite, « 22 personnes ont été jugées en France pour meurtre et autres crimes graves liés à une loge maçonnique. Accusées de diriger des escadrons de tueurs à gages. 13 prévenus, dont d'anciens agents de renseignement, des soldats et des hommes d'affaires, risquent la réclusion à perpétuité. Les procureurs allèguent que le groupe a commis des meurtres, des tentatives de meurtre, des agressions aggravées et des associations de malfaiteurs au profit d'un réseau mafieux. À l'intérieur de la loge Athénor, dans la banlieue parisienne de Poteau, au moins 4 francs-maçons issus de la loge, soit environ 20 membres, figurent parmi les accusés. Parmi les autres accusés figurent 4 agents de la DGSE, Direction générale du renseignement extérieur, 3 policiers, 6 cadres, un agent de sécurité, un médecin et un ingénieur. La plupart des accusés, âgés de 30 à 73 ans, n'ont pas d'antécédents judiciaires. Ah, vous voulez dire que des hommes d'affaires respectables pouvaient être accusés de meurtre et de complicité de meurtre. Quoi? Oh, je suis tellement offensée. Non, c'est impossible. Que veux-tu dire? Les milliardaires ne font pas ce genre de choses? Oui, c'est le cas. C'est parfois comme ça qu'ils deviennent milliardaires et le reste, en assassinant des gens. Ils se réveillent avec cette réalité. Oh, attendez, quoi? Ils prétendent que la Légion étrangère française et l'armée étaient impliquées dans des meurtres commandités? Sans blague. Vous savez ce que je me demande? Je me demande si des garçons marrons étaient impliqués dans cette affaire. Des points bonus, il y a aussi un aspect israélien. D'accord, continuons la lecture. L'affaire s'est déclenchée à la suite d'une tentative ratée de meurtre sous contrat en juillet 2020, lorsque 2 membres du régiment de parachutistes français ont été arrêtés en possession d'armes près du domicile de la coach d'affaires Marie-Hélène Denis. Oh, faisons une pause. Régiment de parachutistes. On devrait trouver une photo de ces gars-là parce que je te jure qu'ils... Oh ouais. Ce sont les garçons du béret maroon. Et lorsqu'ils sont en civil, ils portent des chemises bordeaux. Oui. Quand ils essaient de ressembler à des êtres humains, et vous pouvez le vérifier partout, ils portent des chemises bordeaux. Vous pourriez engager ces personnes pour des assassinats? Quoi? C'est complètement dingue. C'est complètement dingue, parce que je jure qu'il y a bien quelqu'un qui vous a dit ça. Et là, les médias se sont emballés. Mais ils ont étouffé l'affaire, n'est-ce pas? J'ai envoyé quelque chose au FBI. Je l'ai envoyé à la Maison-Blanche. Je t'avais dit que c'était réel et qu'ils étaient sur le terrain ce jour-là. Bref, continuons notre article. Citation. Ils ont dit aux enquêteurs qu'ils pensaient qu'on leur avait demandé d'assassiner Dinah au nom de l'État français. Et ils visaient Dini au motif qu'elle travaillait pour l'agence de renseignement israélienne, le Mossad. Maintenant, je vais m'arrêter là et vous dire que je les crois un peu. Je le pense vraiment. Je lance juste des idées en l'air ici, mais il est probable qu'elle travaillait peut-être pour le Mossad. Et si ces 3 hommes d'affaires, francs-maçons, haut placés, qui ont organisé son assassinat, avaient regardé cette émission, ils auraient probablement été au courant du fait qu'il existe cette rumeur persistante selon laquelle Brigitte Macron serait en réalité du Mossad. Méfiez-vous des épouses de...
Méfiez-vous des épouses de. Encore une fois, c'était un tuyau que nous avions reçu, donc je ne peux pas l'affirmer de façon définitive. L'histoire qu'on m'a racontée sur le passé de Brigitte correspondait tout à fait à mes recherches sur l'origine mystérieuse de sa famille, pourquoi il porte cette perruque. Et, en résumé, ils avaient allégué que la famille de Brigitte travaillait pour le compte d'Israël depuis très longtemps parce qu'il devait une très grande faveur à Israël, parce que, soi-disant, sa famille viendrait en réalité d'Allemagne, ce que j'étais en train de découvrir, et ils auraient travaillé pour le compte des nazis. Et cela serait devenu une assez grosse affaire dans les années 50, et le gouvernement israélien aurait arrangé les choses pour eux. Voilà, pour résumer, la famille de Brigitte travaille pour Israël depuis cette époque. Et maintenant, oui, elle travaille pour le président et il y a certaines histoires selon lesquelles elle aurait prétendument trahi la France et Paris travaillant pour le compte d'Israël. Je dis cela uniquement pour affirmer que si c'est vrai, et il y a beaucoup de preuves que cela pourrait l'être, alors je peux vous l'assurer. Il n'y aura aucun assassinat d'agent du Mossad à Paris tant qu'elle sera la première dame. Donc, ce plan a été éventé. Les autres personnes qu'il tuait, elles sont mortes. Puis il s'en est pris à un agent du Mossad et soudain, le plan a été éventé. Et l'homme d'affaires qui a commandité le meurtre de cet agent présumé du Mossad s'appelait Jean-Luc Begur. Il était le chef de file avec ses autres frères francs-maçons, un certain Frédéric Vaglio et Daniel Balou. Maintenant, Daniel Balou était un officier du renseignement à la retraite et les tueurs à gages disent que c'est Daniel qui leur a dit qu'il faisait cela au nom du gouvernement. Et je le crois. Je pense que nous devrions écouter ce que Daniel a à dire sur les contrats pour le gouvernement. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas interroger Daniel parce que vous n'allez jamais deviner ce qui s'est passé. Apparente tentative de suicide alors qu'il était en prison. Et donc maintenant, il est diminué et il ne pourra pas témoigner pour dire s'il a ou non assassiné des gens pour le gouvernement français. Classique, juste un suicide classique. Une histoire de tentative juste avant. Nous sommes sur le point d'apprendre quelque chose sur le gouvernement. Maintenant, pour être clair, c'est simplement leur crime le plus récent et celui qui a été révélé. La mafia des francs-maçons, comme le raconte l'histoire, a commis d'autres meurtres, vols, agressions pour se protéger eux-mêmes et leurs associés au fil des années. C'est comme ça que le monde fonctionne. Je n'arrête pas de vous le dire. Ces gens ne sont pas plus intelligents que vous. Ils sont simplement plus mauvais et plus dépravés que vous. Parce qu'ils sont prêts à voler et ils sont prêts à tuer. Et en plus de tout ça, ils sont prêts à vous regarder en face, à vous manipuler et à jouer les faux culs. Genre, 33, ils n'aiment pas qu'on leur marche sur les pieds dans les affaires. Et savez-vous quel est le business numéro 1 dans le monde? À votre avis, quelle entreprise rapporte le plus d'argent au monde entier? La guerre. C'est la guerre. Si vous partez en guerre, vous allez commettre des meurtres de masse. Vous allez voler leurs terres comme ils le font à Gaza. Disons, vous allez en faire un empire immobilier comme Jared Kushner et les Trump prévoient de le faire pour Gaza. Regardez ce qu'on peut faire sur ces cadavres. Et vous faites ces transactions immobilières comme avant le 7 octobre. Quelle opportunité nous avons de faire de Gaza notre propriété. Et on n'a même pas à dépenser un seul centime pour ça. C'est comme ça que ça fonctionne, tout ça. Et en plus de ça, ils font du trafic. Ils volent les affaires de tout le monde. Qu'est-ce que tu crois qu'il y a? Des générations d'affaires familiales enterrées sous les décombres. Peut-être que tu vas voler des bijoux et lancer le quartier des diamantaires, comme les bolcheviks l'ont fait quand ils massacraient les chrétiens. Oh non, nous sommes juste des gens qui réussissent. On travaille juste dur. Vous êtes des voleurs et des meurtriers. La guerre, c'est un gros business. Il ne faut pas marcher sur les plates-bandes du business de la guerre. Maintenant, quelqu'un que je connais a effectivement fait ça en juin de l'année dernière. Mon ami Charlie Kirk a marché sur les plates-bandes de Bibinet, de Yahoo et de la machine de guerre à but lucratif de la CIA. Ça ne s'arrête jamais. C'est une industrie mondiale qui pèse des milliers de milliards de dollars. Ce sont les faits. Et non, ce n'est pas une coïncidence si tous ceux qui étaient impliqués le 10 septembre ont un lien avec l'armée. Anciens militaires, renseignements militaires, Frank Turek, les McCoy, renseignements naval. Ce n'est pas une coïncidence si Kash Patel n'a cessé d'insister sur le chiffre 33. Rien de tout cela n'est une coïncidence. Tout cela ressemble à un complot. Et je ne cesserai jamais de dire que Charlie Kirk a été la première victime de la guerre en Iran parce que c'est la vérité.
Il a été trahi et le monde entier le sait. Et oui, je suis fière de moi parce que je comprends qu'un des aspects de leur jeu, c'est justement cela, la guerre psychologique. Le but était de m'anéantir psychologiquement, de me dire « Dès que Charlie se fait tuer, il faudrait que je me fasse discret comme l'a fait Andrew Colbert, parce que mon nom figure sur une liste et que je serai le prochain. C'est fait pour te traumatiser psychologiquement, pour te donner peur de sortir. Je comprends que tout le monde m'attaque immédiatement alors que je suis en deuil. Laisse-moi te dire quelque chose. Je suis psychologiquement plus fort que vous tous. Je l'ai prouvé. Donc, je vais simplement revenir ici au moment où j'ai dit aux gens que la DGSE à Paris était impliquée et avait aussi mis un contrat sur ma tête. Voilà ce que c'est arrivé en novembre. Mon ancien tweet disait que j'avais une source au sein du gouvernement français parce que c'était vrai. Cette source m'a dit que leur groupe d'intervention NG était impliqué dans l'assassinat. J'ai dit que l'assassin de Charlie Kirk s'était entraîné avec la Légion étrangère française, la 13e brigade, avec une implication de plusieurs États. Ha 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 ha, ont-ils dit. C'est tellement fou. Et pourtant, personne d'officiel ne l'a démenti. N'est-ce pas étrange? Personne d'officiel n'est venu le démentir. Encore plus étrange, j'ai une affaire en cours avec Brigitte Macron. Maintenant, si vous voulez poursuivre pour diffamation, la meilleure chose à faire est d'avoir la vérité de votre côté. Si Brigitte pensait que je mentais à ce sujet et que j'inventais tout, eh bien, ce serait un bon élément à ajouter à votre dossier de diffamation, n'est-ce pas? Non, parce que j'aurais alors interrogé les personnes impliquées dans cette affaire et j'aurais compris, ah, vous tuez pour le gouvernement. C'est intéressant. Où faites-vous cela d'autre? Le gouvernement des États-Unis n'est pas assez stupide. Quand ils veulent commettre un assassinat, ils vont à l'étranger. Il y a des escouades d'assassins qui tournent et qui opèrent à l'étranger. Alors peut-être que la France utilise des forces américaines, peut-être que les forces américaines utilisent des forces françaises, l'Australie, qui sait? Nous avons vu beaucoup de choses ce jour-là. L'Australie, la Russie, tant de pays étaient impliqués. Le but est de vous faire croire que tout cela est invraisemblable, que la franc-maçonnerie n'existe pas, que c'est un vestige du passé, que les gens au sommet ne tuent pas. En réalité, ce sont eux les plus grands tueurs. Ils l'ont toujours été. Et ils mentent sur tout ce qui concerne l'assassinat de Charlie Kirk. Ce qui m'amène à Erika Kirk. Parce que j'ai vu ce vieux extrait d'elle circuler, juste avant que nous nous retrouvions, et ça m'a tellement mis en colère. J'ai juste ressenti comme une vague de colère qui m'a submergée. Et c'était son entretien avec Barry Weiss, littéralement 72 heures avant qu'elle et moi nous asseyions ensemble. Et j'avais tout simplement oublié ça. Barry Weiss lui a demandé précisément si elle croyait ou non que Tyler Robinson avait tué son mari. Et écoutez cette actrice de seconde zone, vraiment nulle. Écoutez, est-ce que tu... Vous croyez ça? Tyler Robinson, tu as assassiné ton mari. Oui, je le fais. Pourquoi pensez-vous qu'il est si difficile pour tant de gens de croire à cette réalité? Parce que c'est trop simple. Encore une fois, il faut toujours que chacun pense qu'il y a une suite à l'histoire. Eh bien, parfois, non. J'ai vu le rapport d'autopsie. J'ai vu notre dossier rassemblé. J'ai été en contact permanent avec nos avocats, l'équipe du procureur. J'ai tout vu. Maléfique. Elle est maléfique. Quand j'ai regardé ça, je me suis dit, elle est maléfique. Je suis tellement furieux en revoyant ça parce qu'elle ment. Elle ment objectivement et elle joue la comédie. On lui a dit de dire ça pour faire croire aux gens qu'elle avait accès à quelque chose que nous n'avions pas, n'est-ce pas? C'est à cause de cet extrait que, quand je suis allée la voir, je me suis dit « Oh, d'accord, peut-être qu'elle a quelque chose que le public n'a pas. » Je lui ai parlé, j'ai été en contact avec les avocats, j'ai vu le rapport d'autopsie, et puis je m'assois avec elle. 72 heures plus tard, elle me dit, et son avocat me confirme, qu'ils n'ont rien de plus que ce que le public a vu. En fait, son avocat a fait de gros efforts pour m'expliquer que ce n'est tout simplement pas comme ça que ça fonctionne. Bien sûr, ils n'ont rien de plus. Il m'explique très soigneusement que ce n'était pas le bon moment pour qu'ils aient plus de preuves, que l'enquête ne faisait que commencer. Et donc, en ce moment, leurs gars sortent et vont chercher des preuves. Et puis d'ici mai, qui heureusement approche, elle verra ce qu'ils auront trouvé. Et alors, c'est quoi cette prestation de merde? Comment peux-tu t'asseoir là-haut et dire « Oui, je crois à 100% que Tyler Robinson l'a fait »
C'est exactement pour ça qu'il m'est impossible de penser qu'Erika Kirk n'est pas complice, d'une manière ou d'une autre. Parce que quelle femme, sans plus de preuves, elle ment, comme je l'ai dit, elle me l'a dit. J'ai aussi parlé à l'avocat, il a dit qu'il n'en savait pas plus. Ce que ma femme ne dirait pas, je n'en ai aucune idée. J'ai autant hâte que n'importe qui d'autre de voir les preuves. Bien sûr, il pourrait y avoir d'autres personnes. Qu'est-ce que c'est? Elle est donc manipulée et envoyée pour tromper le public et lui faire croire qu'il y avait plus. Et ce n'était plus aussi évident quand elle savait que ce n'était pas le cas. Mal. C'est maléfique. Et tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire, du côté de Charting Point, ce sont de très mauvais acteurs, tout comme elle. Je vais inclure Frank Turek là-dedans, qui s'est récemment retourné à l'UVU et il a été très cassant avec le public. Une personne a essayé de dire qu'elle avait entendu le coup de feu venir d'une autre direction. Il l'a fait taire. Parce qu'ils ont déjà décidé du récit, ils ne s'intéressent pas à découvrir ce que d'autres ont entendu, savent ou auraient pu apprendre. Il a mis fin à cela. Mais il est aussi intéressant de noter qu'il leur a communiqué où se trouvait Erika au moment où elle a découvert avec qui elle était. Ou plutôt, au moment où elle a appris que Charlie était mort. Écoutez. Nous sommes tous debout dans le couloir. Le médecin sort. Je n'arrive pas à me sortir cette voix de la tête. Il est mort. Non, je suis désolé. Non, nous avons tout essayé. Avec la délicatesse d'une brique. Il est mort. J'ai besoin de parler à Erika. Mickey est au téléphone. Il y va. D'une manière ou d'une autre, Mikey s'est ressaisi. Il a appelé ce qu'il fallait appeler, a posé au médecin toutes les questions difficiles. Il a trouvé un avion pour aller chercher Erika. Stacy Sheridan, une amie d'Erika, était avec elle. Catherine Lacostro, une autre employée incroyable de TPUSA, était avec elle. Tu sais, c'est vraiment très intéressant parce que Justin m'a dit qu'il avait organisé tous les avions ce jour-là. Donc, je ne sais pas comment Mickey a organisé ce que Justin a organisé ou à qui appartient la langue de vérité. Est-ce que ça a encore de l'importance? Mais au moins, tu vois, ça confirme qu'elle était avec Catherine Locastro et Stacy. Catherine, c'est cette fille super jeune. Et Stacy, depuis quand Erika est-elle devenue si proche de l'assistante de Mikey McCoy et de Stacy Sheridan? Que ce soit ces deux personnes qui soient avec elle lorsqu'elle apprend que son mari est mort? Encore une fois, aucun membre de la famille n'a été appelé pour venir se précipiter à ses côtés, mais presque comme cette espèce de secte TPUSA, ce qui est anormal. C'est complètement anormal de ne pas vouloir être avec sa famille dans un moment pareil. C'est pourquoi j'aimerais lancer un nouvel APB, d'accord? Je cherche plus d'informations concernant l'endroit où se trouvait Charlie Kirk le 14 juillet, d'accord? Détective d'Internet, détournez le regard. Je peux vous dire que je cherche particulièrement, encore une fois, des informations pour l'après-midi ou la soirée. Maintenant, je peux vous dire ce qu'il en est pour ce matin-là. Charlie, la veille, était au SAS, le Student Action Summit, et il venait tout juste de rentrer d'un Student Action Summit. Et il a animé son émission le matin du 14 juillet. Il a immédiatement été soumis à beaucoup de pression parce que le 13 juillet, c'était le Tucker Gate. C'est à ce moment-là que Tucker s'est levé et a dit quelques vérités. Il a demandé d'où venait l'argent de Bill Ackman. Il a dit que Bill Ackman n'était pas impressionnant. Quelques semaines plus tard, Bill Ackman allait organiser le fameux sommet dans les Hamptons et il a commencé à poser des questions sur Epstein. Et Dave Smith avait battu Josh Hammer lors d'un débat. En fait, dans cet épisode du 14 juillet, Charlie reçoit Josh Hammer, qui l'interroge sur la soirée, car ce soir-là, Erika, qui n'avait pas participé au SAS en Floride, a embarqué à bord d'un avion privé avec Catherine Locastro. Il s'agit encore une fois de l'assistante de Mikey McCoy et elle s'est rendue à Long Beach avec Jonathan Barcelo. Et Jonathan Barcelo est un personnage intéressant de par son passé, bien sûr, au sein du corps des Marines, au moins de 2013 jusqu'en 2017. Il assurait la sécurité du corps des Marines et de leurs différentes ambassades à travers le monde.
Je crois que tu es censé gérer 3 ambassades ou sécuriser des secrets d'État ou quelque chose comme ça. Plus précisément, je ne trouve que des informations selon lesquelles il était en poste au Chili. Il a également travaillé comme technicien d'hélicoptère pour un escadron d'attaque. Ensuite, de 2017 à 2022, il a travaillé comme détective privé et a dirigé une agence d'investigation privée. Et pendant cette période, il est diplômé de l'ASU comme toutes les meilleures personnes avec une spécialisation en psychologie médico-légale. Et puis, soudainement, il décroche un poste dans les dons en tant qu'administrateur des opérations de développement chez Turning Point USA. Ensuite, il devient responsable des opérations pour les donateurs. Et puis, il change de poste et passe à la sécurité. C'est un peu bizarre. Pourquoi tout le monde a-t-il l'impression qu'il s'agit d'une infiltration militaire chez Turning Point USA? Comment passe-t-on de la protection de secrets d'État dans des ambassades à, soudainement, travailler dans les dons chez Turning Point et aussi faire de la sécurité? Pour qui? Pour qui? J'ai des questions et je vais toutes les poser. J'aimerais en savoir plus. Je veux savoir ce qu'il faisait. Je voyage avec Erika le 14 juillet à Long Beach avec l'assistante de Mikey McCoy, qui est très jeune. Et celle d'Erika, agent de sécurité personnelle, Derek Nikirk. Que font-ils tous les 4 ensemble? Ils ne sont restés que quelques heures, puis ils sont retournés à Scottsdale. Il s'agissait donc clairement d'une réunion, quelle qu'elle soit. Je veux savoir tout ce qui s'est passé après la confrontation entre Charlie et Baby. J'ai le droit de savoir tout ce qui s'est passé à partir de juin. Parce que rien de tout cela n'est une conspiration. Je veux dire, rien de tout cela n'est une coïncidence, comme je l'ai dit. D'accord, nous n'avons pas la femme. Moi, oui, je crois qu'il l'a fait. Il joue la comédie, il nous vend tout ça. On a dépassé le stade du ridicule, on se moque du complot égyptien. Oh, quel rapport Israël pourrait-il avoir avec la France? De quoi parle-t-on? L'armée française qui fait des assassinats pour les francs-maçons. Et nous en sommes là aujourd'hui? D'accord, voilà comment ça fonctionne. Charlie a été éliminé. Il marchait sur les plates-bandes de gens très puissants qui allaient de gagner beaucoup d'argent grâce à cette guerre en Iran. Et devine quoi? Ils ont leur guerre. Trump va maintenant mettre des soldats au sol en Iran. Tu as entendu? Il envoie des Marines, des soldats au sol pour Bibi. Mais les FDI ne vont pas participer. Les FDI ont déclaré qu'ils n'allaient pas mettre de soldats au sol. Il vaut mieux que les Goyim meurent. Les Goyim doivent mourir pour qu'Israël puisse continuer à étendre ses frontières. On voit bien qui est aux commandes. On revient après une pause. Entre les titres et les articles, l'impact touche vos chiffres. Le solde grimpe, les frais s'accumulent et les paiements minimums étalent la dette sur des années. Découvrez PDS Debt. Que ce soit pour vos dettes de carte, prêts ou frais médicaux, PDS Debt propose des solutions pour vous en sortir. Ils analysent votre situation unique pour créer votre plan sur mesure, sans minimum de score de crédit requis. Ils vous aident à épargner, à rembourser vos dettes et à garder votre argent en poche. PDS Debt est noté A+ par le Better Business Bureau. Elle affiche des milliers d'avis 5 étoiles sur Google et elle détient une note de 5 étoiles sur Trustpilot. Pourquoi? Parce que PDS a aidé des centaines de milliers de personnes à sortir de l'endettement. Chaque mois d'attente vous coûte plus cher en intérêts et en frais. Le meilleur moment était hier. Le second, c'est maintenant. Chiffre clair, agissez. Reprenez le contrôle en 30 secondes. Obtenez votre évaluation personnalisée gratuite et la meilleure option pour vous en visitant pdsdebt.com. Éliminez Candice. Encore une fois, il s'agit de pdsdebt.com alias Candice. Et je voulais aussi vous parler de Tax Network USA. Entre impôts impayés, déclarations manquantes ou dettes persistantes malgré vos efforts, les situations varient. Vous faites peut-être face à une facture surprise à la retraite ou suite à un retrait anticipé de votre 401K ou IRA. Et maintenant, l'IRS veut sa part. Quelle que soit l'origine de votre problème fiscal, le résultat est toujours le même. Votre solde stagne, pénalités en hausse, intérêts qui grimpent. Beaucoup devront encore de l'argent l'an prochain sans préparation. Arrêtez tout et contactez Tax Network USA. Fort de 15 ans d'expérience, ils ont résolu tous les dossiers fiscaux imaginables. Spécialisés en litiges, ils aident les contribuables partout au pays à se rétablir en réglant leurs arriérés et déclarations non déposées. Que vous deviez 10 000 ou 10 millions de dollars, leur équipe a déjà traité plus d'1 milliard de dettes fiscales.
Ils proposent un appel d'enquête gratuit avec l'IRS. Et après cette enquête, ils mettront en place un plan clair pour résoudre votre problème fiscal et vous remettre sur la bonne voie. Alors, n'attendez pas de recevoir une autre lettre de l'IRS ou que votre compte bancaire soit gelé. Appelez le 866 604 26 151 ou rendez-vous sur tenusa.com/Candace. Encore une fois, c'est tenusa.com/Candace. Alors, c'est intéressant. Le shérif Nate Brooksby a soudainement démissionné. Il a eu comme une démission COVID, mort subite, démission subite, d'accord. Et c'est le shérif du comté de Washington, juste pour vous rafraîchir la mémoire ici. Nate Brooksby était le gars qui s'est manifesté au départ. C'est au département du shérif du comté de Washington que Tyler se serait soi-disant rendu. C'est ça, il a démissionné. Il y a maintenant un shérif intérimaire en place. Et comme je l'ai dit, ils sont en pleine élection. Donc maintenant, il ne reste plus qu'un seul candidat. La démission a eu lieu vendredi et aucune déclaration publique n'a été faite concernant cette démission soudaine et inattendue. Mais pendant le week-end, son nom a discrètement été retiré du site web du bureau du shérif et des pages de réseaux sociaux. Et il y a eu beaucoup de spéculations. Et j'ai vu que certaines personnes disaient que plus d'informations allaient sortir. Maintenant, mon instinct me dit qu'il va y avoir une histoire de corruption. Il s'est retrouvé impliqué dans quelque chose et il doit démissionner discrètement. En général, en pleine élection, on essaye de déterrer des casseroles sur vous. Ils ont peut-être trouvé quelque chose. Je me demande si cela pourrait avoir un lien avec Tyler Robinson. Et pour ce qui est de l'affaire Charlie Kirk, je n'en suis pas certain, mais ça m'intéresse. Dans un communiqué publié par la commission du comté de Washington, les responsables ont confirmé qu'il avait remis sa démission vendredi et qu'il avait annoncé sa retraite, précisant qu'il avait servi dans les forces de l'ordre pendant plus de 30 ans. Donc, c'est intéressant. Je veux quand même vous rafraîchir la mémoire parce que j'étais assis ici à me dire l'un des plus grands mensonges qui me met tellement en colère et que les gens continuent de répéter alors qu'il n'y a aucune vérité là-dedans. Aucune vérité, c'est que le père de Tyler Robinson l'aurait dénoncé, que Tyler Robinson aurait avoué le crime. Et il n'y a pas la moindre preuve de cela. Avant tout, cela ne passe pas le test du bon sens, d'accord? Le bon sens. Si je dis que je suis coupable de quelque chose et que je me rends en disant que je l'ai fait, la première chose qu'on vous fait faire dans n'importe quel commissariat, c'est de signer une déclaration. C'est votre aveu. J'ai fait ça. Je suis coupable. Signature, Tyler Robinson. Et ensuite, vous remettez ça. Et voilà, on l'a eu. Est-ce que quelqu'un a déjà regardé The First 48? Quelqu'un regardait les émissions de TLC? Informez-vous. D'accord, voilà comment ça se passe dans les commissariats. Vous êtes coupable. Vous signez une déclaration. Et ce serait pareil d'ailleurs. Si son père l'avait dénoncé, d'accord, cela aurait été une déclaration de témoin. Vous diriez, j'ai vu un tel, ceci, cela, et voici ma déclaration. Rien de tout cela n'a été présenté comme preuve. Au lieu de ça, je me demandais, d'où vient cette idée? Qu'il avait laissé entendre qu'il était coupable? Et je me suis demandé, est-ce que c'était le shérif Brooksby? Parce que je vous ai dit que j'avais une source très proche de la famille de Tyler Robinson. Et l'histoire raconte que Tyler Robinson a répété à plusieurs reprises qu'il n'était pas coupable, qu'il a été surpris lorsqu'il a été confronté par l'ami de la famille, que l'on sait être Mike Mitchell, qui travaillait auparavant pour le bureau du shérif. Mais Tyler Robinson le connaît parce qu'il était son entraîneur chez les scouts ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment fonctionnent les scouts. Son chef scout ou peu importe. Et donc c'est lui qui lui a dit « Ils ont trouvé tes empreintes sur une arme. » Et que ce serait plus facile comme ça. Et il est allé chez lui et a dit « Il y a 2 options ici. Ils vont défoncer la porte. Tu vas avoir l'équipe du SWAT. Tu vas avoir des armes pointées sur toi, ta mère, ton père, ou alors tu vas y aller tranquillement pour voir ce qu'ils ont. » Et il dit « Je ne l'ai pas fait. Voilà tes options, mon gars. » Et c'est la raison pour laquelle Tyler Robinson est allé au poste de police. Et miraculeusement, nous n'avons aucune vidéo de ce jour-là. Et je pense que la raison pour laquelle ils disent qu'il n'y a pas de vidéo, c'est parce qu'il y a ce récit, qu'il s'est rendu lui-même et que son père pensait qu'il était coupable. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Honte à ceux qui répètent ce mensonge et essaient de désigner un bouc émissaire dans cette affaire. J'en suis arrivé au point qu'avec toutes les preuves que j'ai, les personnes à qui j'ai parlé et qui étaient intimement impliquées dans cette affaire, je serais prêt à m'asseoir du côté de la défense et à dire « Cette personne m'a dit que les fédéraux ont placé l'arme. »
Cette personne m'a dit que les chiens renifleurs de bombes n'ont pas pu la trouver. Comment pouvez-vous rester là à faire semblant d'être un ami de Charlie Kirk alors que vous essayez de faire mettre un bouc émissaire en prison? Franchement, vous êtes complètement monstrueux à prétendre être du côté de la morale. Comme je l'ai dit, j'ai enregistré et documenté chaque élément de cette affaire. J'ai été méticuleux à ce sujet. Il y a une quantité écrasante, on adore utiliser ce mot, il y a une quantité écrasante de preuves que les fédéraux ont piégé ce gamin pour en faire un bouc émissaire. D'accord? Tout le monde en ville, tous les services du shérif locaux, l'équipe du SWAT, ils te croient. Les fédéraux sont arrivés et ils ont commencé à mentir et à envoyer les gens sur de fausses pistes. Et ils disaient que l'arme était ici, puis ils disaient qu'elle était là-bas. Il n'y avait pas d'arme. Ils ne voulaient pas que les chiens détecteurs de bombes aillent dans certains endroits. Comme je l'ai dit, je n'obtiens pas ces informations de personnes qui n'ont pas la crédibilité pour l'affirmer. C'est comme ça que j'ai eu les photos à l'intérieur de la voiture, d'accord? Je parle à des gens qui ont une connaissance directe et intime, et ils croient tous que les fédéraux ont monté ce coup. Alors comment se fait-il qu'il y ait des gens qui disent le contraire? Pourquoi est-ce que je ne témoignerai pas pour la défense? Je veux trouver le véritable meurtrier de Charlie. Je ne veux pas qu'on accuse au hasard un gamin sur qui ils font porter ça. Ce n'est pas Tyler Robinson. Tyler Robinson n'a pas fait ça tout seul. Je ressens l'exact opposé de ce qu'Erika Kirk a ressenti assise à côté de Barry Weiss. Avec tout ce que j'ai rassemblé, je ressens exactement l'inverse de la femme de Charlie Kirk. Je suis presque certain que Tyler Robinson n'a pas tiré. Je dirais que je suis sûr à 99,9% que Tyler Robinson n'a pas tiré seul sur Charlie Kirk depuis un toit. Qu'en pensez-vous? Je vais dire 0,1% parce que, je ne sais pas, il ne faut jamais dire 100%, sauf si vous êtes, vous savez, les avocats d'Erika Kirk. À 100%, on l'aura, on va se fier à notre intuition. Tu te bases sur la corruption, pas sur les ondes positives. Ce dont elle est absolument certaine, ce dont elle est sûre à 100%, c'est qu'il y a tout un tas de gens prêts à mentir pour elle. Elle a une force de police derrière elle. Elle a le 33 derrière elle. Elle a la Maison-Blanche, Scott Bessent, qui publiera des lettres affirmant qu'ils sont tellement irréprochables et tellement moraux. C'est ça. Ce dont elle est absolument certaine, c'est qu'elle est liée à la classe des milliardaires du genre Epstein qui mentent sur tout. Moi, je me base sur les faits. Et Tyler Robinson n'a pas fait ça. Ce n'est pas un tireur isolé sur un toit. D'accord. Alors, je vous mets au défi, je mets au défi n'importe qui, comme je l'ai fait encore et encore. Si vous êtes tellement convaincu par les preuves que Tyler Robinson a fait ça, venez vous asseoir dans ce studio et débattez avec moi. J'ai besoin de quelqu'un pour débattre de ce sujet. Parce que le meilleur argument que vous avez, c'est eh bien, Kash Patel l'a dit, 33, et le gouverneur Cox qui n'avait rien à voir avec l'arrestation ou, je devrais simplement dire, ils l'ont juste appréhendé, de Tyler Robinson. Il n'y était pour rien. Il a tenu une conférence de presse. En réalité, le shérif Brooksby, qui vient de démissionner, dit la vérité sur la façon dont Tyler Robinson a été dénoncé. Écoutez les paroles qu'il prononce. Il dit ce que je vous ai dit. En gros, ce Mike Mitchell est arrivé, il y avait de la pression, et Tyler Robinson a alors accepté d'aller au commissariat parce qu'il ne voulait pas se faire tirer dessus et tuer par les équipes du SWAT. Écoutez le shérif Brooksby. Ah, exactement? 8h02 le 11. J'ai reçu un appel d'un ami à moi qui se trouve être un détective à la retraite et qui a travaillé pour moi pendant de nombreuses années. Je n'ai pas révélé cela au départ. Je voulais protéger cette personne autant que possible. Malheureusement, dans les documents judiciaires, ce qui est habituel, il a été mentionné comme un ancien adjoint du comté de Washington, donc je ne l'ai pas rendu public. C'était dans les documents du tribunal. J'essayais même de protéger cette information en disant simplement « ancien membre des forces de l'ordre en général ». Donc je reçois un appel de mon ami et il me dit « Salut, comment tu vas? » « Bien. » Et il est à la retraite depuis quelques années. On s'appelle mutuellement. Ce n'est pas inhabituel que je reçoive un appel de sa part ou inversement. Et à 20h02, il m'appelle. Je peux entendre que sa voix est un peu tremblante. Donc ma première pensée, c'est « qui est mort ?» Genre, qui va-t-il m'annoncer qui est décédé? Et puis, je n'aurais jamais pu imaginer ce qui est réellement sorti de sa bouche. Alors il a dit « je sais qui est le tireur Charlie Kirk. Je connais la famille par le biais d'une association religieuse. Et il est maintenant dans le comté de Washington.
et nous essayons de le convaincre de se rendre volontairement. Au cours de cet appel, certaines informations ont été données concernant Tyler, qui aurait potentiellement des idées suicidaires et qui se dirigeait vers une zone isolée du comté de Washington. Les parents l'ont convaincu de ne pas faire ça. Et vous savez, lui ont fait comprendre qu'ils allaient, vous savez, rester à ses côtés et l'aider à se rendre pacifiquement. Ah, d'accord. Donc, c'est la version que j'ai entendue. Et cela fait de lui la personne la plus cruciale. Et d'ailleurs, ça va à l'encontre du fait. Il dit plus tard qu'il s'est rendu parce qu'il ne voulait pas se faire tirer dessus et avoir l'équipe du SWAT chez lui. Donc, s'il avait des idées suicidaires, pourquoi Mike Mitchell vous dirait-il cela? La personne la plus importante, c'est Mike Mitchell. Qui est Mike Mitchell? Qui est Mike Mitchell? D'après ce que j'ai pu comprendre, il semblait travailler sous couverture sur des crimes du type pédopornographie sur Internet, ce qui est un peu un thème dans cette histoire. Qui est Mike Mitchell? Qui est le chef scout? Mike Mitchell. J'ai des questions à son sujet, parce que je pense, et je le dis ici, je spécule, je n'en ai pas la preuve. Je pense qu'il travaillait avec les fédéraux pour essayer de piéger Tyler et de mettre ça sur le dos de Tyler. Je crois que c'est Mike Mitchell qui s'est rendu là-bas. Il savait qui était Tyler. Il y est allé et l'a incité à y aller. Son père, d'ailleurs, n'a jamais dit que son fils avait fait ça. J'ai eu des échanges avec des personnes. Je vous l'ai dit depuis le début. Mes sources sont fiables. Il ne croit pas que la personne qui monte l'escalier ressemble à son fils. D'ailleurs, nous, le public, sommes d'accord avec ça. Ce n'est pas comme si son père avait des yeux spéciaux. La photo ressemble un peu à Tyler Robinson montant l'escalier. En réalité, ça ressemble beaucoup plus à Robbie Hill montant l'escalier. Et il l'a reconnu à ce sujet. D'où avons-nous entendu tout cela? Qui nous a dit cela? Qui a inventé tous ces récits qui circulent dans la presse? Les fédéraux, les mêmes personnes, l'équipe du SWAT, la police locale disent tous que les fédéraux sont derrière tout ça. Cache Patel a tardé. On l'a eu. On l'a eu. C'était la personne Qureshi. On l'a eu. Faire en sorte que les gens arrêtent de chercher, envoyer tout le monde sur de fausses pistes. Cache Patel est au centre du retard de tout ce qui s'est passé ce jour-là. Vous avez maintenant Joe Kent qui vous dit qu'il l'a empêché d'enquêter à l'international. Pour quelle raison? Pourquoi Turning Point n'est-il pas indigné par cela? Pourquoi, au lieu de cela, sont-ils en colère contre Joe Kent? Pourquoi ne sont-ils pas en colère contre Cache Patel? Pourquoi invitent-ils Cache Patel dans l'émission de Charlie Kirk et sont-ils en colère contre Joe Kent? Est-ce que je vis dans un monde à l'envers ou bien toutes ces personnes sont-elles coupables? Je vais opter pour la seconde option. Toutes ces personnes sont coupables et, à ce qu'il me semble, elles travaillent ensemble. Et le public bien plus rationnel. Je comprends. Le 33 a beaucoup d'argent, donc tu vas avoir des influenceurs idiots qui essaient de te faire adhérer à l'idiocratie. Tu te souviens de cette conférence de presse où ils étaient tous dans la performance et disaient « 33 et on les a eus » ? Oui, c'était le gouverneur Cox. Et comme je l'ai dit, c'est lui qui a semé ce mensonge auprès du public, ce mensonge répété. Il n'avait aucun accès à Tyler Robinson. Il n'était pas là la nuit où il a été appréhendé. Il ne va pas dire quoi, le shérif Brooksby, qui est la police du comté de Washington, c'est bien ça? C'est le shérif du comté de Washington. Il ne va pas dire ce qu'il dit. C'est lui qui fait le show avec l'argent liquide et qui dit. Il s'est rendu et il a avoué le crime après 33 heures. C'est là que tout a commencé. Le gouverneur Cox est un homme mauvais. Je vous le dis tout de suite, le gouverneur Cox est un homme vraiment mauvais. Et je crois qu'il est aussi complice dans la diffusion de mensonges sur la façon dont Tyler Robinson a été appréhendé. Écoutez ce qu'a dit le gouverneur Cox. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous l'avons eu le soir du 11 septembre. Un membre de la famille de Tyler Robinson a contacté un ami de la famille qui a ensuite prévenu le bureau du shérif du comté de Washington avec des informations selon lesquelles Robinson leur avait avoué ou laissé entendre qu'il avait commis l'incident. Ces informations ont été transmises au bureau du shérif du comté d'Utah et aux enquêteurs sur les lieux à l'Université de la Vallée de l'Utah. Ces informations ont également été communiquées au FBI. Ouais. Et à sa gauche, c'est qui? C'est un fédéral, non? Celui qui vient d'obtenir le poste, c'est un fédéral. Et puis, il y a ce type du shérif qui joue aussi la comédie ou quelque chose comme ça, ou qui est dans une émission,
peut-être une émission de télé-réalité. C'est comme si tout dans cette photo était faux. Le gouverneur Cox est un problème. Et quand je suis retournée voir ce que Nate Brooksby avait dit, il était honnête dans sa façon de raconter comment les choses se sont passées, que Tyler était sous pression. Il dit aussi plus tard, en se rendant, qu'il n'a jamais signé de déclaration, ni avoué sa culpabilité, ni dit que son père avait avoué. Il a dit que Mike Mitchell lui avait dit que son père l'avait reconnu. Mais il faut qu'on parle à Mike Mitchell. Mike Mitchell parle maintenant au nom de Matt Robinson. Mike Mitchell n'a-t-il pas signé une déclaration au poste de police? Mike Mitchell est un individu suspect. Nous avons besoin de plus d'informations sur Mike Mitchell. Il a essayé de le couvrir immédiatement. Je ne voulais pas dire son nom. Non, dis son nom. Il devrait être jugé. Nous devrions pouvoir le voir. Les gens devraient pouvoir lui poser des questions. La défense et l'accusation? Non, je veux dire... Alors, lançons l'extrait où il dit quand il est arrivé au poste de police ou ce qu'il nous reste de Nate Brooksby. Dans l'heure qui a suivi, mon ami a conduit Tyler et ses parents à mon bureau, où il a été accueilli par des détectives en civil. Donc, ça faisait partie de l'histoire. Une partie de l'accord, c'est que Tyler savait que c'était inévitable avec toute la pression des forces de l'ordre, que lui, vous savez, sa photo, c'est l'arme aux informations. Il savait qu'il était inévitable qu'il se fasse attraper. Il avait peur qu'une équipe du SWAT fasse une descente chez lui où il craignait d'être abattu par les forces de l'ordre. Donc, une partie de la négociation pour qu'il se rende lui-même, c'était que nous traiterions la situation avec le plus de délicatesse et de douceur possible, pour qu'il se sente suffisamment à l'aise pour venir à mon bureau. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. Ça ne ressemble pas à quelqu'un de coupable. On n'a pas besoin de conclure un accord avec quelqu'un de coupable ni de faire pression, une pression croissante, pour le faire venir. Donc, je voulais simplement souligner cela, que nous devons revenir au début et comprendre qui étaient les acteurs qui ont monté cette mise en scène, qui ont distribué ces éléments de langage. Et ensuite, ils disent « Oh, les messages ». Est-ce que Tyler a dit que ce sont ces messages? Est-ce que Tyler a confirmé qu'il était l'auteur de ces messages? Est-ce que Tyler a déjà été mis en examen? Est-ce que Tyler a plaidé? Alors, qui sont tous ces imposteurs qui vous disent qu'il est coupable? Que les preuves sont accablantes, je vais vous dire qui ils sont. Ce sont des gens qui ont trahi Charlie, ils ont trahi son héritage, ils ont trahi ce en quoi ils croyaient. Et ils le font pour de l'argent? Soyons francs. Ils le font tous pour de l'argent. Bref, je voudrais passer un message à l'infâme Lindsey Graham, qui n'est qu'un traître. Il est perfide, il est répugnant. Et il est aussi répugnant d'aller à Disney World. C'est la dernière personne que je voudrais voir à Disney World, surtout avec toutes les rumeurs franc-maçonnes sur ce qui se passe dans le Club 33. Je crois tous les enfants Disney, je les crois tous, oui, Walt Disney était franc-maçon. Alors vous devriez ouvrir les yeux à ce sujet. Il était définitivement franc-maçon. Et les histoires sur le Club 33 et ce qui s'y passe, ainsi que sur les tunnels. Chez Disney, j'adhère à cette théorie du complot. Je trouve ça dégoûtant. Il a pris son petit déjeuner chez Chef Mickey. Il est resté là-bas pendant 3 jours. On l'a vu, mais qu'est-ce qu'il fait? Je ne veux rien avoir à faire avec Lindsey Graham à Disney World. Je ne veux pas que Lindsey Graham ait accès aux enfants. En fait, généralement, quand on entend parler de Lindsey Graham et les enfants, il veut qu'ils soient bombardés dans divers pays à travers le monde. Et il a menti sur l'endroit où il se trouvait. Et donc TMZ l'a attrapé. Il a dit qu'il était juste passé rapidement. Puis il est resté là-bas pendant 3 jours. Je veux juste dire que Lindsey Graham, en général, est répugnant. Je ne veux pas qu'il soit près des enfants. Je ne sais pas ce qu'il y a dans son dossier de chantage, mais vu la façon dont il parle et agit, regardez-le tenir un jouet à bulles. C'est juste un type louche. Tout chez cet homme me dégoûte. Si vous avez la moindre intuition, le moindre bon sens ou une quelconque guidance spirituelle, vous savez que tout cloche chez Lindsey Graham. C'est juste mon avis, à tout de suite. Très bien les amis, votre santé passe par l'air que vous respirez. Chaque jour, on ignore souvent que l'air intérieur est 5 fois plus pollué que l'extérieur. Le purificateur Triad Air V3 d'AirWaterHealing.com surpasse les modèles traditionnels. En neutralisant moisissures, bactéries, virus et toxines au niveau moléculaire, AirWater Healing aide à assainir votre intérieur. Il ne piège pas seulement les toxines, il purifie l'air que vous respirez.
Le Triad Air V3 n'a aucun filtre à changer, économise des milliers avec le temps et protège mieux toute la maison. Des milliers choisissent Air Water Healing, référence mondiale en bien-être. Ils offrent une promotion rare. Achetez le purificateur V3 pour toute la maison avec le code Candice et recevez 300 $ de cadeaux. Cela inclut un modèle à brancher, idéal pour voyager, et une unité portable pour votre voiture. Ainsi, vous êtes protégé partout. Visitez airwaterhealing.com et utilisez le code Candice lors du paiement. Ça bouge tout le temps. Jour et nuit, le marché est sans repos. C'est sans doute votre cas aussi. Voici donc le problème. La plupart des plateformes crypto offrent un compte sans aide, c'est parier, pas investir. Découvrez BlockTrust IRA, un IRA crypto pour tous, idéal pour débuter. Si vous manquez de temps pour suivre les graphiques, leur IA surveille le marché 24h/24, ajustant votre portefeuille pour gérer les risques et protéger vos gains en cas de volatilité. Ainsi, au lieu de réagir par émotion ou de rater des mouvements pendant votre sommeil, tout est automatisé. Vos économies sont protégées par un bouclier d'assurance institutionnel de 200 millions de dollars. Investissez avec une couche de protection, idéale pour débuter en crypto simplement. En ce moment, ouvrez un IRA crypto et recevez un bonus Inflation Shield de 2 500 $ sur votre compte. Il vous suffit donc d'aller sur candicecrypto.com pour en savoir plus et commencer. Encore une fois, c'est candicecrypto.com. Très bien. Alors, les meilleurs commentaires du dernier épisode, nous avons Andrew, Jude, Thaddeus. Beaucoup d'entre vous l'ont en fait écrit dans les commentaires et je n'arrive même pas à croire que je sois passé à côté. C'est à propos de l'article du New York Times qu'Erika a écrit quelques jours après l'assassinat de Charlie. Andrew écrit « Apprendre que son mari a été assassiné et penser immédiatement « Ah, quelle belle journée! Je suis content qu'il ait fait beau pour lui. » C'est la chose la plus psychotique et répugnante que j'ai entendue depuis un moment. Honnêtement, tout ce qu'elle a fait et dit était tellement fou que je ne l'avais même pas remarqué avant que vous ne le disiez dans les commentaires. Tu parles de ça. J'aurais dû te demander de le sortir, Ash. Ma productrice Ashley lisait l'article et restait stupéfaite par ses découvertes. J'oubliais qu'elle a laissé entendre qu'elle était dans l'avion quand elle a appris son assassinat. Selon le New York Times, elle était dans l'avion. Elle a dit « J'ai regardé par la fenêtre, ravie qu'il fasse si beau. C'est l'une des dernières choses qu'il a vues. » Je paraphrase ici. Si vous le retrouvez, faites-le moi savoir. Mais le truc, c'est que genre quoi? Quoi? Peu m'importe si c'est la plus belle, la plus incroyable, la plus pittoresque des journées. Quand quelqu'un est horriblement et de façon inattendue assassiné devant le monde entier, je ne peux pas vous dire quoi. Quel temps il faisait au Tennessee le jour du procès? Je ne peux pas vous le dire. Ça n'avait aucune importance parce que j'étais au fond du trou en train de pleurer de façon hystérique. Voilà, c'était tout. J'étais complètement... je ne peux pas vous dire parce que c'était un jour de pluie, peu importe où j'étais. Je n'en ai littéralement aucun souvenir. Je ne peux même pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire. C'est à quel point tout était flou et j'ai complètement oublié. Peut-être juste après ou sur la même longueur d'onde qu'Alex Clark. Elle a dit qu'elle était aussi dans un avion. Et elle a dit que la première chose à laquelle elle a pensé, c'était « dommage ». La deuxième chose à laquelle j'ai pensé, c'était « MAGA ». C'était complètement dingue. Je me disais « Ta deuxième pensée, c'était MAGA? Rendons l'Amérique plus grande et forte. » Qu'est-ce qui ne va pas chez ces gens? Qu'est-ce qui dirige Turning Point USA? Ce n'est pas qui, c'est quoi. Quel esprit démoniaque, quelle force démoniaque est à l'œuvre là-bas? Je veux dire, il y a quelque chose qui ne va pas, et vous aviez tellement raison ce jour magnifique dehors. Au moins, le ciel était ensoleillé. Il avait une belle vue quand ils l'ont sorti, quand les francs-maçons l'ont sorti. C'est ce que je me suis dit en regardant l'avion. Holly House était le deuxième commentaire le plus populaire. Elle écrit « Tu te rappelles quand on ignorait que nos dirigeants étaient trafiquants d'enfants, adorateurs de Satan, pédophiles et cannibales? C'était l'époque, j'avais raison. » Un peu sentimental. Je me souviens de cette époque où je pensais que, genre, tout allait bien, que c'était de bonnes personnes au sommet et qu'il fallait aspirer à être avec eux. Quand je pensais que c'était cool, quand j'ai rencontré certaines de ces personnes et que je me suis dit « Honnêtement, je ne veux rien avoir à faire avec eux. » C'est comme s'ils me dégoûtaient. Genre, même pas genre Burke, je ne cracherais même pas dans leur direction.
Je suis tellement dégoûtée par les gens au sommet. Oh oui, ils vont sortir un article du New York Times. Monsieur, l'avion affrété de Monsieur Kirk est retourné à Scottsdale pour emmener sa femme à Provo, déclaré mort en plein vol. Il disait « Je regarde les nuages et les monts. » Madame, Kirk se souvient de ces heures surréalistes. C'était une journée magnifique. Et je me disais « C'est exactement ce qu'il a vu en dernier. » Genre « Ah, tellement. C'est tellement difficile d'être moi. C'est tellement difficile. » Vous savez quoi? Je crois que j'étais tout simplement entourée de gens froids et cinglés en politique. Je n'arrive même pas à savoir quoi. Oh là là. Les gars, arrêtez de le souligner, s'il vous plaît. Je ne peux pas. Je n'arrive pas à le supporter. Je ne peux pas. Tout cela est tellement inhumain, d'une certaine manière. Ou autre. Je ne sais même pas si c'est un sous-marin. Ce n'est tout simplement pas le cas. Je n'irai pas jusqu'à qualifier un reptile de sous-humain. Je dirais juste « Oh, ce n'est pas humain. Ce n'est tout simplement pas humain. C'est un reptile. » C'est comme une autre espèce, ces gens-là, je crois. Bref, commentaire de l'épisode d'aujourd'hui. Shenanigans écrit « Je crois que tu te bats pour la vérité, comme moi. Dieu merci pour ma tante catholique qui m'a fait réaliser que je ne suis pas un et exclu. Je peux parler à Jésus quand je veux. » C'est très intéressant à mesure que j'en apprends de plus en plus sur la franc-maçonnerie. C'est le premier livre du club de lecture que je lis avec le club. Il était sur mon genre bureau et j'avais envie de le lire depuis un moment. J'ai décidé de le lire avec vous. Explorer l'histoire de ces groupes francs-maçons est passionnant. On voit que tout mène à 33, France. Mais ça a toujours été une guerre contre l'Église catholique. Je ne m'attendais donc pas du tout à ce que cela ait trait au catholicisme. Et d'une manière ou d'une autre, dans chaque livre, ils disent « Nous haïssons les catholiques et nous allons les écraser. Et nous porterons, vous savez, le masque du christianisme parce que c'est ce qu'ils faisaient. » Mais ils n'étaient pas du genre. Rejoignez le club de lecture sur canastone.com. Rejoignez notre club, achetez nos produits et fêtez Shabbat avec nous. Portez vos produits dérivés au club, on en a besoin. Je dois m'en occuper. J'avais oublié que vous m'aviez demandé de le faire. Je vais le faire. Je le promets. Faites-lui un sandwich, ce qui est... J'adore ceux d'entre vous qui m'envoient des emails à ce sujet. C'était un livre très amusant à écrire et il m'a fallu des années pour le finir. Il y a toute une histoire derrière. On devrait le lire au club de lecture. Faites-lui un sandwich. Très bien, revenons à vos commentaires pour l'épisode d'aujourd'hui. Tous ceux au sommet démissionnent. Mais pourquoi? Ils savent des choses et ont des principes. Joe Kent, la police d'Orem, a démissionné. Ils savent quelque chose et ne peuvent plus mentir. Mes sources sont fiables. Je parie que Tyler Robinson n'était pas seul sur ce toit. Ceux qui le disent refusent de débattre de cette affaire, de mes sources ou de ce que je sais. Je connais cette histoire par cœur, surtout ce jour-là. Et je sais que lorsque les agents fédéraux sont arrivés, la situation est devenue bizarre. La situation est devenue très bizarre. Et ils pensent que les autorités fédérales ont fabriqué les preuves minimales dont elles disposent, à savoir, comme ils le répètent, l'arme à feu. L'arme portait plusieurs empreintes digitales, environ 7, je crois. Ce n'est pas si difficile de prendre l'arme de quelqu'un. Ils ne peuvent pas prouver que ce coup de feu a été tiré et qu'il a tué Charlie Kirk. Ils ne peuvent pas relier cette arme à Charlie Kirk. Donc je me fiche que les fédéraux aient trouvé une arme qui n'a pas été tirée. Elle n'a pas été tirée parce que les chiens renifleurs de bombes sont passés par là et ils n'ont pas trouvé l'arme. Voilà pour ça. Arrêtez d'être stupide sur Internet. Arrêtez de dire des bêtises. Je me fiche de ce qu'on vous paie. D'accord? Je me fiche que le Club 33 paye le club des 7000 $. Arrêtez juste d'être idiot sur Internet. On sait tous que vous êtes stupides. On sait tous que vous êtes payés. En fait, vous n'êtes tous qu'une bande de prostituées à mes yeux. Vous êtes tous une bande de prostituées. Vous êtes juste sur Internet à taper des trucs. Vous dites tous la même phrase, mais d'une manière différente. C'est fini. Je suis tellement dépassée. Je fais une crise cardiaque. C'est tellement accablant. Il y a tellement de preuves. Il n'y a aucune preuve. Taisez-vous. Arrêtez de dire ça. C'est la fin du carême. Et je veux juste, sincèrement, rester calme cette semaine en sortant du carême. Je le veux vraiment. Je vais essayer d'être gentil avec tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de vous taire. Je préfère juste que vous ne disiez rien. C'est une meilleure façon de le dire. S'il vous plaît, ne dites rien. C'est mieux. Éric Arret écrit « Pourquoi TPUSA, si religieuse, prie-t-elle pour Charlie, mais refuse d'abandonner les prières? Dieu répond-il par ses révélations? Il nous déteste pour avoir apporté ça, comme tous ceux qui transmettent l'information. C'est trop léger. Ils sont derrière chaque attaque. Souviens-toi, la semaine dernière, j'ai dit « C'est quoi toutes ces attaques ?» J'ai été traité d'agent russe par Alexis Wilkins.
Au fait, en parlant de Jacques Dumoulin, oui, le club du Moulin qui existe toujours, c'est comme le club des adolescents de 16 à 21 ans. Tu es dans le club franc-maçon partout en Californie. Son grand-père était franc-maçon. Son père était dans le club du Moulin. Sa tante était dans le club du Moulin. Je ne sais pas pourquoi elle ment à ce sujet. C'est bizarre. C'est comme dans le journal ou quelque chose comme ça, tu peux juste nier. Mais oui, elle m'attaquait, comme toute cette conspiration catholique vers la Russie. J'avais une maison, il fallait qu'elle soit en cure de désintoxication, elle s'en prenait à moi de toutes les manières possibles. Elle utilisait des images générées par IA de mon mari avec Milo. C'était fou. Et je me disais, qui est derrière tout ça? Qui est derrière tout ça? Et puis j'apprends que House and Habits traite avec Andrew Colbert. Et là, je me suis dit, OK, Turning Point, encore énervé. Ils envoient les gens avec le QI le plus bas, juste des personnes pour lesquelles tu dois te rabaisser et qui n'ont plus rien à perdre dans le domaine des relations publiques. Tu n'as plus aucun tour dans ton sac. Quand tu vas voir Laura Loomer et que tu lui demandes « Peux-tu attaquer quelqu'un ?» Tu es vraiment en train de racler les fonds de tiroir. Laura Loomer et House and Habit, là tu as vraiment touché le fond. Il n'y a pas moyen. Tu ne peux pas aller plus bas que ça. Ils attaquent les personnes qui enquêtent là-dessus. Ils pourraient très facilement clarifier les choses et faire comprendre aux gens qu'ils n'avaient rien à voir avec tout ça. Ils pourraient simplement remettre tout leur téléphone ce jour-là. Qu'on puisse les voir. On n'a pas fait ça. Si quelqu'un pensait que j'avais quelque chose à voir avec le meurtre de mon meilleur ami, de mon mari ou de quelqu'un avec qui je travaillais, je dirais « Voilà mon téléphone. Prenez-le. Quelqu'un a publié tout ce que j'ai fait. Quelqu'un me soupçonnait. Vous voulez mon téléphone le jour où j'ai parlé d'être assassiné? Prenez-le. » Pourquoi est-ce que je dépenserais des millions en relations publiques? J'engagerais une agence de gestion de crise. Où étiez-vous? J'étais assise à ma table en train de travailler sur mon émission. Savannah est descendue et a dit « Charlie, on m'a tiré dessus. Quand êtes-vous sorti après? » Je suis allée dans le bureau de mon mari, j'ai prié, puis j'ai pleuré le reste de la journée. J'ai appelé Tucker Carlson, j'ai appelé Andrew Colvett, j'ai échangé des messages avec eux deux, j'ai compris ce qui se passait, j'ai appris qu'il était mort, j'ai pleuré le reste de la journée, puis je me suis couchée. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile là-dedans? Pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi payez-vous pour vous en prendre à Joe Kent et Candace Owens? Qu'est-ce que vous faites? Je sais, vous êtes coupable. Vous êtes coupable de quelque chose d'extraordinaire. Jen Travis écrit « Candice se la joue vraiment, elle exhibe ses atouts avec désinvolture. On sait que ce n'est pas un support pour TASS, mais il est épuisé. Je ne savais vraiment pas. » Quoi? Skylar, ouvre le site web. Quoi? Comme pour toujours, on devrait peut-être baisser progressivement le prix, genre une centaine de plus ou quelque chose comme ça. Je vais parler au patron à l'étage. Le patron, c'est mon mari. Je verrai ce qu'il dit. Je suis désolée pour ça. Nous autres, on n'a pas de tasse et on galère. Zut! Je suis vraiment désolée, Jen Travis. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas juste. J'en parlerai à George. Linda Labelle écrit « Aujourd'hui marque l'anniversaire du jour où Jésus a renversé les tables du temple. Bon, c'était normal que je panique. C'était parfait, c'est ce que je repérais. Je célébrais l'anniversaire de Jésus en renversant les tables du temple. Nous avions donc toutes les raisons d'être contrariés aujourd'hui. Honnêtement, j'aurais probablement dû porter le chignon de combat. Erika Ray écrit « Oh, j'ai déjà lu le vôtre. » Oxytocin écrit « Vas-y à fond toujours, Candace. » Je me demande si vous avez entendu parler d'Israël, qui espionnerait peut-être d'anciens utilisateurs. Israël gère l'ex, les gars. Je veux dire, vous ne voyez pas que ce ne sont que des bots israéliens? C'est complètement fou! Gerker. C'est l'Instagram fois 2 millions. J'ai tweeté sur Charlie Kirk et mon nom et mon pseudo X étaient recherchés sur Google en Israël juste après. Je sais exactement comment X a un accord avec Israël. Il faut me le rappeler. Je dois relire certains de mes SMS. Quelqu'un m'a parlé de ça. Mais la réponse est oui. Si vous êtes sur X, c'est Israël. C'est comme un petit Israël. Oui. Bref, Caverne Saga. Je crois que c'est mon dernier commentaire. Que vous le croyiez ou non, le symbolisme est trop cohérent pour être une coïncidence. Créateur de contenu, moi aussi. J'adore découvrir des podcasteurs qui disent ce qu'ils pensent. Oui, bien sûr, le symbolisme est crucial pour la franc-maçonnerie. C'est important pour eux. La révélation de la méthode, c'est-à-dire vous dire ce qu'ils vont faire. Faire des blagues. Ils sont complètement dérangés et psychopathes.
Et, vous savez, même cet article sur les sorcières, qui, pour une raison quelconque, ne les intéresse pas. Je ne sais pas, ce serait intéressant à explorer. Qui a écrit cet article? J'ai remonté la piste jusqu'aux Philippines, où la personne qui a créé le site web se trouve. Quelqu'un aux Philippines a créé le site web où le sort a été jeté sur la vie de Charlie. Le sort qui, assurément, ne l'a pas empêché de dormir la nuit précédente. C'est absurde. Si vous connaissiez Charlie, c'est absurde. Les articles de gauchistes fous sur lui l'auraient fait rire, selon la légende. Inquiet, il appela un prêtre pour prier, bien catté et détestant l'Église. Il savait juste qu'il n'aimait que l'architecture. Sauf si un sort était lancé sur lui par un gauchiste, alors il voulait qu'un prêtre vienne prier pour lui ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, ils n'arrivent pas à garder leur histoire cohérente, mais ce n'est pas grave parce que je suis là pour la remettre en ordre à leur place. Bref, les amis, on se retrouve demain.